Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Canapé Comics. Donc c'est votre Canapé Comics du week-end. Je me présente, je suis Laurent, webmaster de la page Facebook French Comics Force dédiée entièrement aux comics et artistes qui font du comics et qui sont français. Donc artistes français qui font du comics ou comics made in France, souvent indépendants. Et puis webmaster du blog Comics Heroes. Alors, je vais vous parler comme chaque semaine de mes lectures comics et comme mon décor ne vous le présente pas, je vais vous parler de Marvel Comics que j'ai caché quelque part ici, numéro 3. Le Marvel Comics 3e du nom, donc c'est la nouvelle formule Panini, pour ceux qui ne l'ont pas peut-être suivi depuis le début d'année. C'est en un seul numéro qui est fait un nombre considérable de pages, en un numéro du Spider-Man, des Avengers, donc les Avengers, Thor et Iron Man. Et là on a même droit à un petit épisode bonus concernant et consacré à la Renarde Blanche, un perso qu'on connaît pas très bien. C'est une super-héroïne coréenne. Écoutez, je la connais pas spécialement, c'était un épisode assez sympa, ça se lit rapidement. La Renarde Blanche était fun. C'est aux manettes, on a un scénario de Emily Ryan Lerner, du dessin Michael Shelfer et aux couleurs Carlos Lopez. Donc voilà, une super-héroïne coréenne. En fait, finalement, c'est quelques petites pages qui nous expliquent qui elle est. On voit pas trop ses pouvoirs, mais on voit qu'elle a une double identité secrète. En fait, elle est agent secret d'une organisation coréenne gouvernementale qui s'occupe des super-héros le jour, et la nuit, en fait, elle est super-héroïne. Donc elle se fait passer dans le civil pour son propre agent de liaison. Dans le civil, elle est l'agent de liaison de la Renarde Blanche et c'est elle la Renarde Blanche. Voilà. Donc c'est assez sympa, c'est fun, c'est en lien certainement avec une mythologie coréenne et des légendes coréennes que nous on ne connaît pas, mais c'est fun. Je comprends pas bien pourquoi c'est dans ce numéro-là, parce que ça a rien à voir avec les autres sagas. C'est pas forcément une Avengers, mais en tout cas c'était un petit bonus en plus. Moi, ce que j'aurais aimé voir du coup sur la Renarde Blanche, c'était les épisodes ou l'épisode qui a été réalisé par Jofo qui est un artiste français qui est en train de percer en ce moment. C'est quasiment un copain comics, comme j'aime les appeler. Il avait dû répondre présent sur les tout premiers replités à l'époque où on n'était pas connus, on faisait des trucs sur le web. Et, il a été travaillé sur des fanzines dans le Nord et aujourd'hui il travaille pour Marvel. Il a travaillé surtout sur tout ce qui est comics numérique. Là, il s'est fait connaître et il a eu 2 épisodes consacrés aux Eternals dans Webtoon. Ils sont très bien ces épisodes, bravo Jofo. Je trouve que tes dessins sont super, ils sont efficaces et qu'en plus on reconnaît vraiment les acteurs. Et là, il est en train de travailler sur du Batman DC Comics papier qui vient de sortir. Donc j'essaye de choper ça un de ces jours. Donc bravo à Jofo, bravo à lui. Et du coup, j'aurais bien voulu voir son épisode à lui de la Renarde Blanche. Pour le reste, on a du Spider-Man. Donc 3 épisodes de Spider-Man consacré au caméléon, la conspiration du caméléon. C'était assez sympa. J'ai du mal à voir le lien avec la saga du mois dernier. Je vois, il faudrait que je reprenne mon Marvel Comics, puisque à la fin du mois dernier, finalement, on se rendait compte que le Caïd avait fait en sorte de trouver des pierres magiques pour ressusciter quelqu'un de cher à son cœur. Et puis là, on passe à autre chose et on voit pas le lien avec ce qui s'était passé le mois dernier. Bon, c'est pas grave. On voit ce fameux caméléon et on apprend qu'il y a un personnage qui s'appelle Teresa Parker, que moi je ne connaissais pas du tout. Donc je suis un peu tombé sur le cul, je vous dis pas qui c'est exactement, mais elle s'appelle Teresa Parker. Donc lisez les aventures. Donc du coup, c'est ce qui m'intéresse dans ces épisodes, c'est de savoir qui est vraiment cette Teresa Parker. Après, c'est du Spider-Man toujours confronté à des super vilains. Moi, ce que j'aime dans ce que je dis de ce Spider-Man là, c'est des personnages que j'ai pas l'habitude de voir, que je ne connais pas, puisque moi je suis un peu tout nouveau dans le Spider-Man. Donc c'est pas les éternels, le bouffon vert. Alors on a un peu Octopus dans un prélude à la guerre, à la Sinister War qui va arriver. Il y a une Sinister War qui va arriver. Bon, après aussi d'avoir les grands classiques de Spider-Man une fois de temps en temps, c'est pas mal. Mais là on voit qu'on est sur d'autres personnages. Les dessins et le scénario, c'est assuré par qui? Peut-être qu'il faut que je prenne à la base. On a Nick Spencer au scénario de ces 3 épisodes. Et c'est les mêmes dessinateurs, une équipe de dessinateurs, Marcelo Ferreira et Carlos Gomez, sur ces 3 épisodes, en tout cas sur les 2 premiers. Et il y a un Zé Carlos qui vient leur donner aussi un coup de main. Ça ressemble beaucoup à ce que fait Marc Bagley. On dirait quasiment un clone de Marc Bagley, mais c'est pas du Marc Bagley. Et je vous avoue que moi, je trouve ça plutôt bien, ça passe plutôt bien. J'essaie de vous trouver des dessins sympas qui sont bien mis en valeur. Voilà.
C'est un peu Mark Bagley style, mais peut-être un peu mieux, meilleur que Mark Bagley. Regardez-moi ça, ça c'est sympa, ce Ned là, moi que je ne connaissais pas. Donc voilà, on suit les aventures de Spidey et on voit que le caméléon est de retour et que le caméléon est en train de prendre contact avec cette fameuse Teresa Parker pour un autre ennemi, un ennemi qui est en fait derrière les manettes d'une conspiration un petit peu plus énorme par rapport à d'autres super vilains. Voilà, c'est fun. L'objectif c'est peut-être de s'accaparer une source d'énergie particulière dans un but encore autre, donc une grosse source d'énergie pour faire fonctionner un appareil qui permet au meilleur un meilleur ami, le collègue de Peter Parker dans le laboratoire, à inventer un système qui s'appelle l'extra-lucide et qui lui permet par un jeu de probabilité quasiment de lire l'avenir avec 90% de fidélité, mais pour faire fonctionner cet appareil, il y a besoin d'une grosse source d'énergie et c'est l'enjeu de ces 3 épisodes. Donc c'est sympa. On y voit aussi un personnage que moi je connaissais pas, qui revient du passé de Peter, apparemment sa première petite amie, la première petite amie de Peter, qui revient vers lui, qui donc refait son retour, mais on s'aperçoit que sa petite amie, elle a une surprise, elle est enceinte. Donc je vous lirai lire les épisodes pour voir qui est le père. Donc voilà, moi ça me plaît, c'est fun. Voilà, c'est bien parti. J'avais bien aimé ce que j'avais lu les mois d'avant, moi, sur la saga pour le Caïd et je ne sais plus comment ça s'appelle, les pierres magiques qui font ressusciter un être cher. Donc ça, c'était sympa. Après, le coup de cœur, c'est World War Miss Hulk. C'est dur à dire ça. Guerre mondiale de Miss Hulk. C'est les Avengers. On a droit à un double épisode des Avengers. C'est toujours scénarisé par Jason Aaron. Et dessin Javier Garron. Jason Aaron, Javier Garron, ils exagèrent un peu. Hein. Et aux couleurs David Curiel. Et c'est mon coup de cœur de cette série. D'accord ? Là, on est vraiment dans de l'action. C'est fun. Regardez-moi ça. Miss Hulk a été transformée. Je ne vous dis pas pourquoi, je ne vous dis pas comment. Et en fait, pendant ces 2 épisodes, on suit Miss Hulk qui est un peu en mode... comme le fléau, le Juggernaut, quand vous aviez lu des épisodes où elle rentre dans le lard, elle défonce tout. Et bien pendant 2 épisodes, on suit un peu Miss Hulk comme ça. Et en fait, on a des dialogues et des bulles de pensée qui nous expliquent et on suit son parcours. Et finalement, on s'aperçoit que tout ce qu'on croit qui motive Miss Hulk n'est pas vraiment ce qu'on croit. Alors là, si vous m'avez compris, vous êtes trop fort. Donc, mais j'aime bien cette narration. C'est style, on la voit qui fonce. Vous verrez, on voit du Atlantis, on voit du Namor. Donc voilà, elle se trouve au milieu de tout ça. C'est Miss Hulk qui a été quand même un peu manipulée par des super vilains de l'univers Marvel, on dit ça comme ça. Donc on la suit dans son déchaînement de fureur. Et au final, c'est plus intéressant que ce qui n'y paraît. On a droit à un super duel, là comme ça, c'est du très beau dessin. J'aime beaucoup ce que fait ce Javier Garron. Moi, plus ça va, plus j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est des lignes claires, mais avec les couleurs de ce fameux dont je vous ai parlé. Vous avez retenu son nom ? David Courriel, ça fonctionne du feu de Dieu. Franchement, même l'homme gorille, je suis pas un fan des hommes gorilles. Regardez-moi ça, les Atlantes et tout, la couleur. C'est vraiment fun. Là, c'est bourré d'action. Ça rentre dedans à 200 à l'heure. On y voit des personnages en lien avec les super vilains, super héros russes. Et voilà, on suit Miss Hulk en mode qui se déchaîne berserker. Et au final, on pense qu'elle est complètement déchaînée. Et vous lirez pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. Donc voilà, moi c'était vraiment ce double épisode assez fun, assez sympa, à fond dans l'action. On suit Miss Hulk qui dit pas grand chose d'ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait les bulles de dialogue ou de pensée, les bulles off de la voix off, qui nous expliquent tout ça. Et ça fonctionne vraiment très bien. En tout cas, moi je trouve que ça fonctionne très bien. Après on a du Thor. Thor scénarisé par Donny Cates. Toujours le dessin de Michele Bandini. J'aime aussi beaucoup ce que fait cet artiste Michele Bandini. Et couleur Matthew Wilson. Alors Thor c'est sympa, mais c'est le 3e épisode qu'on a un peu de transition. Ça fait beaucoup de 3 épisodes de transition. Alors qu'au préalable de Nick Cates, il nous avait donné du Thor contre Galactus. Qu'est-ce qu'il nous avait donné ? Du Thor contre, comment il s'appelle, le serpent Donald Blake. Enfin des épisodes qui rentraient dedans. Et là c'est le 3e épisode où ça parle pas mal, mais celui-là est intéressant. Alors les dessins de Blandini, de Bandini d'ailleurs, sont vraiment très bons. Alors ça c'est vraiment un super artiste, j'aime vraiment ce qu'il fait ce garçon.
Qu'est-ce que je peux vous montrer de pas trop spoilant? Et là, c'est fun. On voit Freya, la mère de Thor. Donc voilà. Là, on assiste un peu à une réunion de famille. Ce qui est intéressant sur cet épisode, ça parle beaucoup, il y a un peu d'action quand même, mais c'est la réunion de famille. Odin, Freya, Thor et Angela. Donc c'est eux qui ne le savent pas. Pour ceux qui ne le savent pas, Thor a une sœur qui n'avait pas été encore révélée, une sœur qui avait été un peu perdue, comme dans le film Thor Ragnarok. Sauf que là, c'est pas elle, c'est Angela, la fille d'Odin, qui avait été donc finalement adoptée par le monde, le Heaven, je pense, j'imagine, le monde des anges, puisqu'en plus d'Asgard et des 9 mondes d'Asgard, il y a un monde dirigé par des anges, mais c'est pas des anges angéliques, c'est des gens qui sont un peu bourrins, c'est des guerrières ailées qui sont plutôt du côté maléfique d'ailleurs. Et Angela a grandi dans cette civilisation-là, et sur le tard, elle a su que finalement elle était la fille d'Odin. Donc voilà, là ça, épisode de transition, super bien dessiné, il y a des trucs fun, et surtout, il y a une révélation. En fait, l'intérêt de cet épisode, c'est une révélation en lien à une confirmation, en lien avec une révélation qui avait été dévoilée dans des épisodes de la saga du Phénix des Avengers. D'accord, ceux qui l'ont lu, lisez Thor, ça va vous intéresser. Confirmation ou non de ce qui avait été révélé lors des épisodes Avengers de la guerre du Phénix concernant Thor. Donc on est en plein dedans. Donc ça c'est bien, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis sur la dernière page, on a un petit coup de cœur, cliffhanger. Moi, c'est pas un truc choc, mais c'est quelque chose d'important. Donc du coup, on a vraiment envie de lire la suite. Moi, je vous avoue que oui, je trouve ça bien, mais j'aurais voulu un truc encore un peu plus. Voilà, on va voir jusqu'où ça va, ce que ça va donner. Là, j'attends un peu plus des épisodes de Thor. Je reste un peu sur ma faim, alors que Thor est ma série, je crois, préférée depuis les sagas du Massacreur de Dieu, je crois. Depuis ce temps-là, je trouve que Thor est au top du top. Là, bon, super dessin, voilà, ils prennent le temps de développer les personnages, c'est bien aussi de prendre le temps de développer les personnages. En fait, on a deux extrêmes. On a un épisode où on a Hulk, Miss Hulk qui rentre dans tout, mais du coup la narration qui fait qu'on la suit, qu'on a les explications au fur et à mesure et qu'on va vers une sorte aussi de révélation est intéressante. Là, c'est le contraire, ça parle beaucoup et du coup, on a moins d'action. Donc, on est un peu aux antipodes sur ces deux épisodes. Et puis la revue se termine avec Iron Man. Alors, Iron Man le Grand s'appelle l'épisode. C'est toujours scénarisé par Christopher Cantwell, c'est dessiné par Cafou et aux couleurs, c'est Frank Darmata. C'est la fameuse nouvelle saga un petit peu interminable de Korvac. Alors, je crois que je suis pas le seul à le penser. Les dessins sont chouettes. Hein. Regardez Cafou. Moi, j'aime bien l'équipe de personnages second couteau, les Space Friends, ça y est, ils ont un nom officiel, c'est les Space Friends. Moi, je les aurais appelés les Space Buddies, les potes de l'espace, là, c'est les copains de l'espace, parce que voilà, c'est des seconds couteaux. On a une sorte de Kermit la grenouille super-héros que je connaissais même pas du tout. Il y a Mystic Knight, il y a l'androïde que j'aime beaucoup, moi, la torche humaine, mais la première du nom, celle des Invaders de la Deuxième Guerre mondiale, de Golden Age, et on voit l'équipe de second couteau au complet. Donc il continue à combattre Korvac dans l'espace, mais c'est toujours pas terminé. Je croyais qu'on allait terminer. Et c'est encore pas terminé. Donc on attend la suite. Ça c'est la couverture du World War Miss Hulk, autre que celui-là. Donc voilà, épisode assez sympa, assez fun. Enfin, album, magazine assez sympa, assez fun. Spider-Man, moi ce qui me plaît, c'est que finalement je redécouvre Spider-Man. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que les dessins sont sympas, qu'on n'est pas pour l'instant toujours à voir du Spider-Man contre du Bouffon Vert, etc. Il faut savoir quand même que toujours Spider-Man, ça suit le schéma de mes meilleurs amis sont un peu dans la panade ou mes meilleurs amis sont un peu mes ennemis, entre guillemets, mes pires ennemis. On est toujours un petit peu dans ce schéma-là. Mais écoutez, c'est fun. Avengers, c'était vraiment très bien. Vraiment 2 bons épisodes. Pareil, le mois prochain, on aura droit à la conclusion de cette fameuse saga World War Miss Hulk. Donc, curieux de savoir comment ça va se terminer, cette histoire. Voilà pour ça. Il faut savoir aussi que hier matin, avec la bande de copains comics sur Lille, on s'est donné rendez-vous pour un comics breakfast. Donc on se fait une fois par mois un petit déjeuner breakfast au Bagelstein à Lille. On se prend un super petit déj avec des super cafés, chantilly, caramel machin, et puis des brownies, des muffins et tout. Enfin bon, on en prend un chacun, mais c'est sympa. Et après, on va chez Astro City, le comic shop de Lille. Donc du coup, moi j'ai fait quelques achats. J'ai acheté quoi? J'ai acheté Scorched. Numéro 2, The Scorched. L'équipe de Spawn, Medieval Spawn, Redeemer, She-Spawn, Gunslinger Spawn qui sont réunis. Je l'ai déjà lu, mais pour pas vous faire une vidéo qui dure des plombes, je vous en parlerai la semaine prochaine. Ça c'est sympa, et ça envoie, comme on imagine bien. Regardez-moi ce Medieval Spawn.
Ça envoie pas mal. Ça va être sympa à lire en VF. Donc là, pour l'instant, c'est mon deuxième numéro, le deuxième épisode que je prends en VO. Mais j'attends vraiment la VF. C'est là où j'espère me faire plaisir. Autre achat en VO, puisque quand je vais à Astro City, souvent j'achète de la VO, puisque c'est les magazines que je trouve pas ailleurs. Supermassive. Supermassive, c'est d'ailleurs une double couverture, si je dis pas de bêtises. C'est un crossover avec les super-héros d'une nouvelle série qui s'appelle, chez Image Comics, Radiant Black. Là, on y a Higgins, Parrot, Groom, Mana, Ragazzoni, Monty, Carré, en équipe artistique créative. Et Supermassive, donc c'est un crossover entre les différents personnages de cet univers de Radiant Black. Radiant Black, ce qui m'intéresse, c'est que ça arrive en VO en mai. Thierry Mornay l'a confirmé il n'y a pas très longtemps, et je pense qu'il va le reconfirmer dans les mois à venir, bien sûr. Radiant Black, un nouveau super-héros, c'est vraiment du super-héros mainstream. Je pense que c'est un petit peu inspiré de tout ce qui est Power Rangers dans l'esthétique. Pas forcément, je pense, dans l'histoire, là j'attends d'en savoir un peu plus, mais c'est vrai qu'ils ont des armures en couleur, etc. etc. Le super-héros Radiant Black, ses pouvoirs apparemment sont liés avec tout ce qui est trou noir. Donc c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément. Donc j'ai envie de lire moi du nouveau super-héros mainstream, qui ne soit pas Marvel DC. Donc pour me hyper un peu, j'ai pris le crossover, même si du coup je vais peut-être me spoiler sur certaines choses, mais il y a des petits plaisirs qu'on a envie de se faire des fois. Et ça en fait partie, j'avais vu que ça arrivait. Donc je vais essayer de lire Supermassive pour m'habituer et pour attendre tout simplement, pour prendre mon mal en patience en attendant la VF de Radiant Black. Voilà pour mes achats, et je me suis fait aussi un bel achat. Vous pouvez voir que j'ai fait une déco invincible exprès pour cette émission. Pas parce que j'ai acheté l'intégrale volume 5 d'Invincible qui est sorti, c'est top. Tout simplement Invincible, il faut savoir que pour moi, je pense que c'est la meilleure série de super-héros mainstream hors Marvel et DC. Vraiment, pour moi, c'était une des meilleures séries des années 2000, c'est voire la meilleure série des années 2000. Invincible, c'est une sorte de super-héros mix entre Superman pour les pouvoirs et Spider-Man pour le côté ado qui apprend à avoir des pouvoirs. Sauf que dans le monde d'Invincible, tout le monde est susceptible de mourir, d'accord ? Et que quand vous avez un Superman qui cogne un humain normal, et ben l'humain normal, il se fait transpercer, il se fait exploser, et c'est ce qu'on voit dans Invincible. Moi, je suis pas un grand fan de tout ce qui est violence, trash, tout ça. Dans Invincible, il y en a beaucoup, mais vraiment beaucoup. Enfin beaucoup. Quand ça pète pour de bon. Vous n'avez pas tous les épisodes des trucs gore et tout, mais quand vous avez des personnages au super pouvoir, avec les capacités d'un Superman qui se tape sur la tronche, il y a du sang, de l'hémoglobine, etc. etc. Et s'il y a des victimes collatérales, c'est sûr, elles se font exploser. C'est ce qu'on a vu beaucoup dans la série Amazon, puisque moi, ce que je connais, c'est le comics. Moi, j'ai lu tous les comics Invincible, j'ai tous les épisodes quasiment, je crois qu'il doit m'en manquer un ou deux que Gaël Comics à l'époque, quand j'allais à Paris, n'avait pas pu m'avoir. Donc il faudrait pour ça que je les rattrape, mais il doit me manquer sur l'intégralité des 144 épisodes d'Invincible. Ça, c'est le tout dernier épisode d'Invincible. Il m'en manque un ou deux. Donc j'ai tout lu à l'époque, ça fait 1 ou 2 ans que je le lis plus, puisque je le lisais en VO. Et maintenant, il arrive en VF. C'est un gros succès en VF, apparemment. C'est très bien. Tout le monde se rend compte que c'est vraiment génial, quoi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, même si j'aurais voulu que ça arrive en même temps que moi je lisais mes comics Invincibles en VO, que j'aurais voulu qu'il y ait une plus grosse communauté de fans, mais du coup cette communauté de fans elle arrive grâce à la série Amazon, puisqu'il y a une série animée Amazon Prime, que moi je n'ai pas pu découvrir puisque je n'ai pas Amazon Prime, tout simplement, déjà Disney+, on peut pas tout avoir, et apparemment elle a eu du succès, vraiment un gros succès critique, ça a été une grosse révélation pour pas mal de gens cette série Amazon Prime. Moi, ce que j'en ai compris, c'est que du coup, ça fait un peu durer le temps d'une saison, le gros cliffhanger qu'on a surtout au bout de 8 épisodes dans la première série Invincible. Donc ça, je pense que ça m'ennuiera un peu si j'arrive à le voir, parce que ça doit arriver assez rapidement. Il y a vraiment tout de suite, quasiment au bout de 2 albums d'Invincible, vous avez un gros cliffhanger qui balaye tout et qui vous troue voilà. Et donc, c'est vrai qu'ils ont dû faire en sorte que ça arrive à la fin de la première saison de Invincible animé, des 8 épisodes. Pourquoi je vous parle de tout ça, si j'ai pas acheté l'intégrale en VF et que je rachète pas de la VO, puisqu'il n'y a plus de VO Invincible? Parce que je me suis fait un petit plaisir à Astro City. Je me suis acheté la fameuse figurine de la série animée Amazon Invincible. Alors, un petit quelque chose à son belle. Hein. Regardez, j'ai pas pris l'Omniman, il n'y était pas, mais je crois que je vais me laisser tenter par l'Omniman. Donc je l'ai juste ouvert, mais j'ai pas encore sorti du blister, donc on va le regarder ensemble. Ce que j'allais vous dire, c'est que du coup, la série animée, elle est inspirée des designs
qui a fait pour la série animée le premier dessinateur d'Invincible. Il y a 2 dessinateurs historiques sur Invincible. Il y a Cory Walker qui est le premier dessinateur des premiers épisodes. Il a un style un petit peu particulier, ligne claire, pas forcément comics classique. Ça pourrait être du franco-belge, ce que nous fait l'ami... ils sont beaux ça c'est beau ça c'est beau les gars. Ah, putain c'est beau. Rien que de l'ouvrir ça me fait bizarre. Ça fait un moment... En fait j'aimerais tous les relire mais il y a tellement à lire que je me replonge pas dedans. Regardez ce style, ligne claire. C'est très coloré, c'est très fun finalement. La force d'Invincible, moi je trouve, c'est qu'on a un produit très mainstream, très accessible, c'est pas dark, mais quand il y a de la violence avec des super pouvoirs, ça montre vraiment est-ce que j'ai un exemple quelque part? C'est vraiment des déchaînements de violence avec côté gore. En plus, le deuxième dessinateur qui s'appelle Ryan Otley est très très fan de tout ce qui est gore. Donc voilà, tout simplement pour dire que la série Amazon est plus inspirée des designs du premier dessinateur Cory Walker, mais moi je suis plutôt fan du deuxième dessinateur Ryan Otley. Alors là la figurine, vous la voyez, ouais, je ne l'ai pas encore sortie de ça là. Je ne vais pas tout sortir, mais du coup, je vais me faire ce petit plaisir. J'espère que je ne vais rien casser, qu'il n'y a pas d'élastique, qu'il n'y a pas de scotch, rien du tout. Non, ça descend, super. Ouais, et ben ça va venir très bien. Ouais, super, impeccable. Ça va venir décorer mes comics. Et je la trouve vraiment très belle. Donc je crois que je vais me laisser tenter par le fameux Omniman. Pour ceux qui sont intéressés de savoir, on a un autre visage. Un visage, par exemple, de Mark Grayson Invincible Vénère. On a le gant de batte de baseball, puisqu'il y a une scène culte dans les premiers épisodes où Invincible apprend avec son père, puisque son père, c'est une sorte de Superman de cet univers. Et du coup, ils apprennent... Et regardez-moi cette couverture, comme elle est belle. Je sais pas qui dessine là, mais ça c'est top, hein, vraiment. Paul Renaud, c'est en français en plus, c'est Paul Renaud. Et donc voilà, il y a une scène culte dans le comics et certainement dans la série Amazon où il joue au baseball avec son père dans les airs pour apprendre un peu à maîtriser ses pouvoirs. Donc on a de quoi reproduire avec cette figurine la scène culte de baseball, de la partie de baseball. Donc d'ailleurs il y a même une balle et un effet comme quoi la balle de baseball va dans les airs. Il y a un morceau de décor qui vient de se casser la figure. C'est du béton arraché, comme il y a souvent dans les dégâts d'Invincible. Et puis vous avez quelques mains différentes. D'accord? Donc voilà, moi je vais déjà me faire plaisir à essayer de lui prendre une pose héroïque que je vais mettre à côté de toutes mes BD Invincibles. Et forcément, je crois que je vais devoir me récupérer Mister Omniman le père. Donc ça m'intéresse. Alors c'est vrai que je peux pas voir la série Amazon. J'espère qu'ils vont faire des Blu-ray et des DVD parce que j'avoue que j'aimerais bien voir ça et que j'ai pas envie forcément de m'abonner à Amazon pour avoir... Enfin, je peux pas tout suivre, donc là déjà j'ai Disney+, j'en suis bien content. Je vais essayer de pas tout prendre. J'espère qu'ils vont sortir des Blu-ray ou des DVD, comme ça je pourrais suivre la série. Ce qui m'intéresse et ce qui est annoncé, c'est qu'il y a une saison 2, tiens je suis beau, tiens, une saison 2 et une saison 3 qui sont annoncées d'ores et déjà sur Amazon. Donc ça c'est intéressant pour tout ce qui est merchandising parce que ça veut dire qu'on va certainement avoir d'autres figurines. Moi je suis preneur d'avoir un Invincible plutôt en tenue de Viltrumite. Donc ceux qui connaissent, vous savez ce que c'est que les Viltrumites, c'est la race de super-héros, la race extraterrestre dont réussit Invincible et son père, comme Superman et Kryptonien. Donc les super-héros puissants de Invincible sont les Viltrumites. Donc j'ai envie de voir ce qu'ils vont nous sortir en merchandising. J'aimerais bien avoir Battle Beast. Battle Beast, c'est un personnage de folie dans l'univers d'Invincible qui est une sorte d'humanoïde lion blanc. Il est génial, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est un des plus puissants de cet univers-là, et il a un rôle important à un moment. Bon, il y a plein de personnages intéressants, c'est aussi la force d'Invincible. On suit ce super-héros, mais il y a toute une foule de personnages secondaires hyper intéressants. D'ailleurs, parfois, il y a des épisodes qui sont consacrés entièrement à un personnage. Moi, mes préférés, c'est Battle Beast, mais il est plutôt en mode bourrin. Et l'autre préféré, pour le côté un peu plus intrigue et humanité sentiment, c'est Alien the Alien. Donc... c'est un alien, mais il est assez sympa, il a un rôle très important dans la série. Mais il y a plein de choses, donc voilà, je me suis fait ce petit plaisir. C'était un grand fun, donc j'attends de mettre ça dans ma bibliothèque avec mes BD. Voilà, j'en ai terminé pour mon canapé comics. Un peu plus de 20 minutes, je suis désolé, je voulais pas la faire trop longue. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous parlerai certainement du coup de Scorched, de le deuxième numéro de la série des Spawns et de Supermassive, le crossover des Radiant Black qui arrive en mai chez Delcourt Comics. Et puis probablement une autre émission spéciale consacrée d'ici à la semaine prochaine
aux Eternals, le DVD Blu-ray. Je pense que je vais me l'offrir parce que j'ai beaucoup aimé ce film. On en reparle lors des prochains Canapé Comics. À bientôt!